Dans une plantation de Virginie en 1835, personne ne parlait de Gabriel. Ce garçon de 8 ans existait dans un silence gênant, coincé entre deux réalités qu'on préférait ignorer. Sa peau claire le trahissait, ses yeux verts aussi. Quand Thomas Beauregard passait près des cases des esclaves, les conversations s'arrêtaient. Les regards se détournaient. On savait tous d'où venait cet enfant. Sarah travaillait au champ depuis l'âge de 6 ans. Belle femme aux traits fins, elle avait attiré l'attention du maître dès ses 15 ans. Ce qui s'était passé entre eux n'était pas de l'amour. Le pouvoir ne demande pas de consentement. Gabriel était né 9 mois plus tard, et Thomas avait continué sa vie comme si de rien n'était. Il avait une épouse, des enfants légitimes, une réputation à tenir. L'enfant des cases n'existait pas officiellement. Mais Gabriel existait bien. Il grandissait en observant tout. Chaque matin, il voyait son père monter à cheval, inspecter les champs, donner des ordres. Il remarquait la ressemblance entre son propre visage et celui du maître. Personne ne lui expliquait rien, mais un enfant comprend vite ce que les adultes essaient de cacher. Les autres esclaves le traitaient différemment. Pas méchamment, mais avec une distance polie. Il n'était ni vraiment des leurs, ni du côté des Blancs. Un être intermédiaire, dans un monde qui n'acceptait pas les zones grises. Thomas avait donné une instruction claire au contremaître. Gabriel ne devait pas travailler au champ avant ses 12 ans. Cette petite faveur était tout ce qu'il accorderait. Pas de reconnaissance, pas d'affection, juste ce geste minimal qui suffisait à calmer sa conscience. Le garçon aidait aux cuisines, s'occupait des chevaux, faisait les courses, des tâches moins épuisantes que celles réservées aux autres enfants esclaves de son âge. Sarah ne parlait jamais du maître à son fils. Quand Gabriel posait des questions, elle détournait la conversation. Elle lui apprenait à lire en cachette grâce à des livres volés dans la bibliothèque de la grande maison. C'était dangereux. Les esclaves alphabétisés risquaient le fouet, ou pire. Mais Sarah voulait que son fils comprenne le monde au-delà de la plantation. Elle lui lisait des passages de la Bible, des extraits de journaux laissés par négligence, tout ce qui lui tombait sous la main. L'éducation secrète de Gabriel se poursuivit pendant des années. À 12 ans, il lisait mieux que certains blancs de la région. Il cachait cette compétence, jouant le rôle de l'esclave docile et ignorant. Mais dans sa tête, une révolution silencieuse se préparait. Il observait les injustices quotidiennes avec un regard de plus en plus critique. Les punitions arbitraires, les familles séparées et vendues, les femmes violentées sans recours, la violence ordinaire d'un système qui broyait les êtres humains. Thomas Beauregard se considérait comme un bon maître. Il ne fouettait pas sans raison. Il donnait des rations correctes. Il permettait aux esclaves de cultiver leurs propres légumes le dimanche. Comparé à d'autres planteurs, il était presque humain. Cette conviction le rassurait. Il dormait bien la nuit, persuadé d'exercer son pouvoir avec modération. L'idée que son propre fils le haïssait ne l'effleurait même pas. Gabriel avait 15 ans quand tout bascula. Un nouvel esclave arriva à la plantation, un homme âgé nommé Josiah qui venait du Maryland. Cet homme avait vécu des choses. Il racontait des histoires le soir, après le travail, quand les contremaîtres n'écoutaient pas. Des histoires sur des esclaves qui s'étaient enfuis vers le nord, sur des tribunaux où certains noirs avaient obtenu leur liberté, sur des abolitionnistes blancs qui se battaient contre l'esclavage. Ces récits fascinaient Gabriel. Josiah remarqua vite l'intelligence du garçon et commença à lui enseigner des choses que Sarah ne pouvait pas lui apprendre. Des notions de droit, des stratégies de survie, des moyens de résistance qui ne passaient pas par la violence. Josiah avait été domestique chez un avocat avant d'être vendu. Il connaissait des bribes de loi, des procédures, des failles dans le système. Un soir, Josiah dit quelque chose qui changea la trajectoire de Gabriel pour toujours. « Tu sais lire, petit. Tu comprends les lois mieux que la plupart. Tu as du sang blanc dans les veines, même si personne veut le reconnaître. Tu pourrais faire des choses que nous autres ne pourrons jamais faire. » L'idée germa lentement. Gabriel commença à voler des documents dans le bureau de son père. Des contrats de vente, des correspondances légales, des registres de propriété. Il les lisait la nuit, à la lumière d'une bougie, décryptant le langage juridique qui transformait des êtres humains en marchandises. Il découvrit quelque chose d'important. La loi, aussi injuste soit-elle, avait des règles. Et parfois, ces règles pouvaient être retournées contre ceux qui les avaient créées. Gabriel apprit que dans certains États du Nord, l'esclavage était illégal. Il découvrit l'existence de sociétés abolitionnistes qui aidaient les esclaves fugitifs. Il lut des comptes rendus de procès où des Noirs avaient témoigné, où des maîtres avaient été poursuivis. Ces cas étaient rares, certes, mais ils existaient. Le système avait des fissures. À 16 ans, Gabriel prit une décision. Il ne s'enfuirait pas. La fuite était une solution pour beaucoup, mais pas pour lui. Il voulait quelque chose de plus radical. Il voulait détruire Thomas Beauregard en utilisant ses propres armes.
la loi et la respectabilité bourgeoise. Il voulait traîner son père devant un tribunal et exposer ses crimes au grand jour. Josiah le mit en garde. « Tu parles de l'impossible, petit. Aucun esclave n'a jamais fait condamner son maître pour esclavage. Le système est fait pour les protéger, pas pour nous défendre. » Mais Gabriel était obstiné. « Le système est fait par des lois, et les lois peuvent être interprétées. Si je trouve le bon argument, la bonne juridiction, le bon moment, je peux le faire tomber. » La préparation commença. Gabriel savait qu'il lui faudrait des années. Il devait d'abord obtenir sa liberté d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il devrait construire un dossier solide, trouver des témoins, réunir des preuves, convaincre un avocat de prendre son cas. Chaque étape semblait impossible, mais Gabriel avait quelque chose que son père n'avait jamais eu, une motivation absolue, née de l'humiliation et de l'injustice. Gabriel comprit qu'il devait d'abord devenir libre avant de pouvoir attaquer son père en justice. Un esclave ne pouvait pas poursuivre un blanc devant un tribunal. C'était une règle fondamentale du système. Il devait donc changer son statut légal. L'opportunité se présenta d'une manière inattendue. En 1838, Thomas Beauregard traversa une période financière difficile, une mauvaise récolte, des dettes qui s'accumulaient. Il devait vendre des esclaves pour rester à flot. Gabriel, maintenant âgé de 18 ans, vit sa chance. Il s'arrangea pour qu'un ami de Josiah, un noir libre qui travaillait comme forgeron dans le village voisin, propose d'acheter sa liberté. L'offre était habile. Le forgeron proposait de racheter Gabriel pour une somme raisonnable, en plusieurs versements. Il expliquait qu'il avait besoin d'un apprenti. Thomas hésita. Vendre le fils qu'il n'avait jamais reconnu soulagerait sa conscience tout en lui rapportant de l'argent. L'affaire se conclut en 3 mois. Gabriel devint officiellement libre en septembre 1838. Il avait 19 ans, mais sa liberté n'était pas gratuite. Il devait maintenant rembourser le forgeron qui avait mis son argent pour lui. Il travailla dur pendant 2 ans, économisant chaque penny. Le forgeron, complice du plan depuis le début, lui donna aussi une éducation pratique sur la vie en tant que noir libre dans le Sud. C'était une existence précaire, toujours menacée. Pendant ces années, Gabriel continua à collecter des informations sur son père. Il apprit que Thomas avait eu d'autres enfants illégitimes avec des esclaves. Au moins 3 autres, sur 2 plantations différentes. Aucun n'avait été reconnu. Ces découvertes renforcèrent son dossier. Ce n'était pas un incident isolé, mais un schéma de comportement. En 1840, Gabriel prit la décision la plus dangereuse de sa vie. Il partit pour le Nord. Destination, Philadelphie, une ville où les abolitionnistes étaient actifs et où la communauté noire libre était importante. Il emportait avec lui tous les documents qu'il avait pu copier, tous les témoignages qu'il avait recueillis. Le voyage fut périlleux. Un noir voyageant seul attirait les soupçons. Des chasseurs d'esclaves rôdèrent partout, prêts à kidnapper des hommes libres pour les revendre dans le Sud. Gabriel voyagea de nuit, se cachait le jour, utilisant le réseau clandestin du chemin de fer souterrain. Il lui fallut 6 semaines pour atteindre Philadelphie. Dans cette ville, Gabriel découvrit un monde différent. Des Noirs éduqués, des artisans prospères, des intellectuels. Il trouva du travail comme copiste dans un cabinet d'avocats grâce à ses talents d'écriture. Son employeur, un certain Benjamin Whitfield, était un jeune avocat quaker engagé dans la cause abolitionniste. Gabriel travailla pour lui pendant 1 an avant de lui révéler son véritable projet. Whitfield fut d'abord sceptique. « Ce que tu proposes est sans précédent. Aucun tribunal du Sud n'acceptera ton cas. Et même au Nord, les juges seraient réticents à établir un précédent aussi radical. » Mais Gabriel avait préparé ses arguments. « Je ne parle pas de poursuivre pour esclavage en général. Je parle de poursuivre pour esclavage d'un enfant par son propre père. C'est une question de droit familial autant que de droit de propriété. La loi reconnaît les obligations d'un père envers ses enfants. En me gardant en esclavage alors qu'il savait que j'étais son fils, mon père a violé ses obligations fondamentales. » L'argument était astucieux. Gabriel ne contestait pas frontalement l'institution de l'esclavage, ce qui aurait été voué à l'échec. Il attaquait son père sur un terrain plus personnel, le devoir paternel. Il transformait une question politique en affaire de morale familiale. Whitfield commença à étudier le dossier sérieusement. Il découvrit que Gabriel avait raison sur un point crucial. Il existait une zone grise dans la loi concernant les enfants métis. Plusieurs États avaient des statuts confus sur la question. Si on pouvait prouver la paternité et démontrer que le père avait délibérément maintenu son propre enfant en esclavage, peut-être qu'un juge progressiste accepterait d'examiner l'affaire. Whitfield et Gabriel passèrent 2 ans à préparer le procès. Il fallait d'abord établir la paternité de manière irréfutable. Gabriel rassembla des témoignages. D'anciens esclaves de la plantation qui avaient fui vers le nord acceptèrent de témoigner.
Ils racontèrent comment tout le monde savait que Gabriel était le fils du maître, comment Thomas lui avait accordé des faveurs particulières, comment la ressemblance était frappante. Ensuite, il fallait prouver que Thomas savait parfaitement qu'il gardait son propre fils en esclavage. C'était plus délicat. Gabriel avait copié des lettres où son père mentionnait l'enfant de Sarah et donnait des instructions spécifiques à son sujet. Ces documents suggéraient une connaissance claire de la situation. Le troisième élément était le plus difficile, trouver une juridiction qui accepterait d'examiner le cas. Les tribunaux du Sud étaient hors de question. Mais certains États du Nord avaient des lois autorisant les poursuites contre des citoyens d'autres États dans des circonstances particulières. Whitfield découvrit qu'en Pennsylvanie, un précédent permettait de poursuivre un résident d'un autre État pour des actes commis contre un citoyen pennsylvanien. Il fallait donc établir que Gabriel était devenu citoyen de Pennsylvanie avant de lancer la procédure. Cela prit du temps. Gabriel vécut et travailla à Philadelphie pendant 3 ans, établissant sa résidence légale. Il acheta une petite maison, paya ses impôts, s'enregistra auprès des autorités locales. Chaque document renforçait son statut. Pendant ce temps, Whitfield contacta d'autres avocats abolitionnistes. Il forma une équipe. Il savait que ce procès dépasserait le cas de Gabriel. C'était une opportunité de contester l'ensemble du système esclavagiste en utilisant une faille morale que personne ne pourrait ignorer. Un père réduisant son propre enfant en esclavage. La stratégie juridique était complexe. Il ne pouvait pas attaquer l'esclavage directement, car les tribunaux défendraient le droit de propriété. Mais il pouvait attaquer Thomas Beauregard en tant qu'individu, en montrant qu'il avait violé des principes moraux fondamentaux reconnus même par les défenseurs de l'esclavage. L'argument central était simple. Même si la loi permettait l'esclavage, elle ne pouvait pas permettre à un père d'asservir son propre sang. Gabriel apprit aussi à se présenter en public. Whitfield organisa des rencontres avec des journalistes sympathisants. L'histoire commença à circuler dans les cercles abolitionnistes. Un fils illégitime qui poursuivait son père esclavagiste. C'était un récit puissant, le genre d'histoire qui faisait vendre des journaux et mobilisait l'opinion publique. En 1843, tout était prêt. Gabriel avait 26 ans. Whitfield déposa une plainte devant le tribunal de Philadelphie. Le chef d'accusation était inhabituel. Privation illégale de liberté et violation du devoir paternel. Il ne réclamait pas simplement des dommages et intérêts. Il voulait que Thomas Beauregard soit reconnu coupable d'un crime moral. La nouvelle de la plainte se répandit rapidement. Les journaux du Nord en parlèrent avec enthousiasme. Les abolitionnistes y virent une arme redoutable contre le système esclavagiste. Les journaux du Sud réagirent avec fureur. Comment un ancien esclave osait-il poursuivre un respectable planteur? C'était une attaque contre l'ordre social lui-même. Thomas Beauregard reçut la citation à comparaître avec incrédulité. Son fils? Quel fils? Il n'avait jamais eu de fils avec Sarah. C'était une invention malveillante. Mais au fond de lui, il savait la vérité. Et il savait aussi que cette vérité pouvait le détruire. Le procès s'ouvrit en septembre 1843 dans une salle bondée. Des abolitionnistes, des curieux, des journalistes, des Noirs libres venus soutenir Gabriel. L'atmosphère était électrique. Le juge, un homme nommé Harrison, était connu pour ses positions modérées, ni farouchement abolitionniste, ni défenseur acharné de l'esclavage. C'était exactement le type de juge dont Whitfield avait besoin, quelqu'un qui jugerait sur les faits plutôt que sur l'idéologie. L'avocat de Thomas Beauregard, un homme corpulent nommé Caldwell, ouvrit en demandant le rejet immédiat de la plainte. Cette affaire est absurde. Un tribunal de Pennsylvanie n'a aucune juridiction sur les affaires internes d'une plantation virginienne. L'esclavage est légal en Virginie. Ce que mon client faisait sur ces terres était parfaitement conforme à la loi de son État. Ce tribunal ne peut pas remettre en question cela. Whitfield se leva calmement. Votre honneur, nous ne contestons pas la légalité de l'esclavage en Virginie. Nous contestons le droit d'un homme à réduire son propre enfant en esclavage tout en connaissant cette filiation. Il existe des lois universelles reconnues dans tous les États concernant les devoirs d'un père envers ses enfants. Mon client ne demande pas au tribunal d'abolir l'esclavage. Il demande au tribunal de reconnaître qu'un lien de sang crée des obligations qui transcendent le droit de propriété. Le juge Harrison écouta les deux parties pendant une journée entière avant de rendre sa décision. Je vais autoriser le procès à continuer. Les questions soulevées sont suffisamment sérieuses pour mériter un examen complet. Cependant, je préviens les deux parties. Ce tribunal ne se prononcera pas sur la légalité de l'esclavage en tant qu'institution. Nous examinerons uniquement si Milléem. Beauregard a agi de manière contraire aux obligations morales et légales qu'un père doit à son enfant. Cette décision était une victoire pour Gabriel.
Le simple fait que le procès continue était révolutionnaire. Pour la première fois, un tribunal allait examiner si un blanc avait des devoirs envers l'enfant né d'une femme esclave. Les premiers témoins furent des anciens esclaves de la plantation Beauregard. Une femme âgée, Bessie, raconta comment elle avait assisté à la naissance de Gabriel. Le bébé est sorti avec la peau claire et les yeux du maître. Tout le monde l'a vu. Sarah a pleuré pendant des jours. Elle savait ce que ça signifiait pour l'enfant. Ni vraiment esclave, ni vraiment libre. Coincé entre les deux. Un homme nommé Marcus témoigna sur le traitement spécial accordé à Gabriel. Le maître disait qu'il fallait pas que le garçon travaille trop dur. Il l'a jamais fouetté, jamais vendu, alors qu'il vendait d'autres enfants. Tout le monde savait pourquoi. C'était son sang. Caldwell contre-interrogea férocement. Vous dites que tout le monde savait. Mais avez-vous entendu Millième? Beauregard reconnaître explicitement sa paternité? Marcus hésita. Non, il l'a jamais dit ouvertement. Mais certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Caldwell sourit. Donc vous supposez, vous interprétez. Mais vous n'avez aucune preuve concrète. Whitfield savait que les témoignages seuls ne suffiraient pas. Il présenta ensuite les documents que Gabriel avait copiés. Des lettres où Thomas donnait des instructions concernant le garçon de Sarah. Un passage était particulièrement révélateur. Assurez-vous que l'enfant reçoive une éducation basique. Il ne doit pas être traité comme les autres. Caldwell argumenta que ces documents ne prouvaient rien. Mon client était simplement un maître bienveillant. Il accordait des faveurs à certains esclaves. Cela ne prouve pas une filiation. Mais Whitfield avait gardé son meilleur argument pour plus tard. Il appela à la barre un médecin, le docteur Patterson, spécialiste des caractéristiques héréditaires. J'ai examiné Millième. Gabriel et j'ai observé Millième. Beauregard pendant ce procès. Les similitudes sont frappantes. La forme du visage, la structure osseuse, la couleur des yeux. Ces traits sont héréditaires et ne peuvent pas être dus au hasard. Caldwell objecta violemment. Votre honneur, la ressemblance physique n'est pas une preuve légale de paternité. Beaucoup de gens se ressemblent sans être apparentés. Le juge Harrison réfléchit. L'objection est notée, mais je vais permettre ce témoignage. Le tribunal peut tenir compte de tous les éléments pertinents. Le moment le plus dramatique arriva quand Whitfield demanda que Thomas Beauregard et Gabriel se tiennent côte à côte devant la cour. Le contraste était saisissant, mais la ressemblance aussi. Les mêmes yeux verts, la même mâchoire carrée, le même nez droit. Des murmures parcoururent la salle. Thomas resta impassible, mais son avocat était furieux. « Ceci est du théâtre, pas de la justice. » Whitfield répondit calmement. « C'est de la vérité. Et la vérité parle d'elle-même. » Le moment crucial du procès arriva quand Caldwell fit témoigner Thomas Beauregard lui-même. Le planteur monta à la barre avec assurance. Il portait un costume coûteux, avait l'air respectable d'un homme de la haute société virginienne. Caldwell mena l'interrogatoire doucement. Millième. Beauregard, connaissez-vous l'homme qui vous poursuit? Je connais un esclave qui portait le nom de Gabriel et qui appartenait à ma plantation. Je l'ai vendu il y a plusieurs années. Avez-vous jamais eu des relations inappropriées avec sa mère? Une esclave nommée Sarah. Thomas regarda fixement devant lui. Sarah était une domestique dans ma maison. Je n'ai jamais eu avec elle le type de relation que ce procès suggère. Avez-vous jamais reconnu être le père de Gabriel? Jamais, parce que je ne le suis pas. Caldwell se tourna vers le juge. Votre honneur, nous avons ici un démenti clair et formel. Face à des rumeurs et des spéculations, mon client maintient son innocence. Le fardeau de la preuve repose sur l'accusation. Mais Whitfield se leva pour le contre-interrogatoire avec un sourire inquiétant. Il savait que ce moment déciderait de tout. Millième. Beauregard, vous dites que vous n'avez jamais eu de relation avec Sarah. Pourtant, plusieurs témoins ont affirmé que Gabriel recevait un traitement spécial. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Thomas haussa les épaules. J'étais un maître généreux avec certains de mes esclaves. Cela ne prouve rien. Aviez-vous l'habitude d'être généreux avec d'autres enfants esclaves de la même manière? Parfois, oui. Whitfield sortit un document. J'ai ici les registres de vente de votre plantation. Entre 1830 et 1840, vous avez vendu 17 enfants esclaves, certains aussi jeunes que 8 ans. Mais Gabriel, vous ne l'avez vendu qu'à 19 ans, et seulement quand vous étiez en difficulté financière. Pourquoi cette différence? Thomas hésita. Je ne me souviens pas de chaque transaction. Vraiment? Mais vous vous souvenez de Gabriel. Vous venez de dire que vous le connaissiez. Alors pourquoi lui et pas les autres? Le planteur commença à transpirer. C'était différent. Différent comment? Il était utile, intelligent. Whitfield s'approcha. Intelligent. Vous reconnaissiez donc ses capacités. Vous saviez qu'il était différent des autres enfants esclaves. Pourquoi? Thomas ne répondit pas immédiatement. Whitfield insista. Millième. Beauregard, vous avez écrit dans une lettre datée de 1836. L'enfant de Sarah doit recevoir une éducation basique. Pourquoi cette attention particulière pour cet enfant spécifique? Je voulais former un bon domestique.
Vous avez formé d'autres domestiques sans leur donner d'éducation. Pourquoi Gabriel était-il différent? Le silence s'installa dans la salle. Thomas Beauregard cherchait ses mots. Whitfield continua impitoyablement. Laissez-moi vous poser la question autrement. Avez-vous, à un moment quelconque entre 1827 et 1838, eu des relations sexuelles avec Sarah? Caldwell bondit. Objection. Cette question est inappropriée et n'a pas sa place dans un tribunal. Le juge Harrison réfléchit longuement. L'objection est rejetée. La question est pertinente pour établir la paternité. Le témoin doit répondre. Thomas regarda son avocat, cherchant du secours. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. S'il mentait sous serment et que la vérité était découverte plus tard, ce serait du parjure. S'il disait la vérité, il reconnaîtrait implicitement sa paternité. Finalement, il murmura « Il y a eu un incident. Une fois. C'était il y a longtemps. » La salle explosa en murmures. Whitfield laissa le silence s'installer avant de continuer. « Un incident. Quand? Je ne me souviens pas exactement. Était-ce avant ou après la naissance de Gabriel? Avant, je suppose. Vous supposez? Millième. Beauregard. Gabriel est né en février 1827. Cet incident a-t-il eu lieu environ 9 mois avant cette date? Thomas ne répondit pas. Sa respiration était devenue courte. Whitfield poursuivit. Quand Gabriel est né, avez-vous remarqué sa ressemblance avec vous? Il y avait des rumeurs. Des rumeurs que vous étiez son père? Oui. Et qu'avez-vous fait en réponse à ces rumeurs? Rien. Ce n'étaient que des rumeurs. Whitfield se tourna vers le jury. Rien. Vous avez entendu des rumeurs selon lesquelles vous étiez le père d'un enfant esclave et vous n'avez rien fait pour le confirmer ou le démentir. Vous avez simplement laissé cet enfant grandir dans l'ambiguïté. Pendant 19 ans, vous l'avez gardé en esclavage. Cet enfant qui portait vos traits, tout en sachant parfaitement qu'il était possible qu'il soit votre fils. Thomas tenta de se défendre. Je ne savais pas avec certitude. Mais vous aviez des soupçons, vous aviez des doutes. Et malgré ces doutes, vous avez choisi de le traiter comme votre propriété plutôt que comme votre fils. C'est ça la vérité, n'est-ce pas? Le planteur baissa la tête. Il ne répondit pas, mais son silence en disait long. Whitfield avait marqué son point. Même sans reconnaissance formelle de paternité, il avait démontré que Thomas savait ou aurait dû savoir et qu'il avait délibérément choisi l'esclavage plutôt que la paternité. Après Thomas, d'autres témoins furent appelés. Caldwell fit venir des planteurs virginiens qui témoignèrent que les relations entre maîtres et esclaves étaient fréquentes et que personne ne reconnaissait jamais ses enfants. C'est la réalité du Sud. On ne peut pas changer les mœurs par un procès. Mais Whitfield répliqua en appelant des experts en droit familial. Un professeur d'université expliqua que dans la tradition juridique anglo-saxonne, un père avait des obligations envers tous ses enfants, légitimes ou non. La loi reconnaît que les enfants illégitimes ont certains droits. Ils peuvent hériter dans certaines circonstances. Ils ne peuvent pas être totalement abandonnés. Le principe selon lequel un père doit au minimum reconnaître et protéger sa progéniture est ancien et respecté. Un autre témoin, un pasteur méthodiste, parla de la dimension morale. L'esclavage est peut-être légal, mais garder son propre enfant en esclavage viole les lois de Dieu. C'est une abomination qui transforme le lien sacré entre parents et enfants en une transaction commerciale. Aucune loi humaine ne peut justifier une telle chose. Caldwell objecta à ces témoignages. Nous ne sommes pas dans une église, nous sommes dans un tribunal. Les opinions morales de ces témoins ne sont pas pertinentes, mais le juge Harrison laissa les témoignages au dossier. La morale et le droit ne sont pas séparés. Le tribunal doit considérer si l'action de Milleyem, Beauregard, même si elle était légale strictement parlant, violait des principes fondamentaux que notre société considère comme sacrés. Gabriel lui-même témoigna. Ce fut un moment poignant. Il raconta son enfance, l'ambiguïté de sa position, les regards détournés, le silence gêné. J'ai grandi en sachant que j'étais différent, mais sans comprendre pourquoi. Quand j'ai enfin compris qui était mon père, j'ai espéré qu'il me reconnaîtrait, qu'il me libérerait, qu'il montrerait un minimum de décence. Mais il n'a rien fait. Il m'a traité comme un bien, comme un animal. Et c'est ça qui m'a poussé à agir. Caldwell le contre-interrogea durement. Vous ne poursuivez pas votre père pour obtenir justice. Vous le poursuivez pour vous venger. Gabriel le regarda droit dans les yeux. La justice et la vengeance ne sont pas toujours séparées. Oui, je veux qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. Mais je veux aussi que le monde sache qu'on ne peut pas traiter ses propres enfants de cette façon, quelle que soit la couleur de leur peau. Les plaidoiries finales durèrent 2 jours. Caldwell insista sur le fait que le tribunal ne pouvait pas établir un précédent aussi dangereux. Si vous décidez en faveur du plaignant, vous ouvrez la porte à des milliers de poursuites similaires. Chaque enfant métis pourrait poursuivre son prétendu père. Le système entier serait déstabilisé. Ce tribunal doit penser aux conséquences. Whitfield répondit avec passion. Les conséquences? Les conséquences sont que les hommes blancs devront assumer leurs responsabilités.
que les pères devront être des pères, pas des propriétaires d'esclaves. Oui, ce jugement aura des conséquences justes. Il forcera les gens à regarder en face l'hypocrisie de ce système qui permet à des hommes d'abuser de femmes impunément et d'abandonner leurs propres enfants. Il conclut en pointant Thomas Beauregard. Cet homme a violé les lois les plus fondamentales de la décence humaine. Il a transformé son propre fils en marchandise. Il représente tout ce qui est mauvais dans le système esclavagiste, la déshumanisation, l'hypocrisie, le déni de la réalité la plus évidente. Si vous ne le condamnez pas, vous envoyez le message que rien n'est sacré, que le droit de propriété l'emporte même sur le lien de sang. Je vous demande de dire non, de dire que certaines lignes ne peuvent pas être franchies. Le juge Harrison prit 3 semaines pour délibérer. Ces 3 semaines furent insupportables pour Gabriel. Il savait que tout dépendait de ce jugement. Une victoire changerait sa vie, mais aussi potentiellement celle de milliers d'autres. Une défaite signifierait que le système était vraiment imperméable à toute remise en question. Les journaux suivaient l'affaire de près. Dans le Nord, l'opinion publique penchait largement en faveur de Gabriel. Des pétitions circulaient demandant au juge de rendre un verdict favorable. Dans le Sud, la réaction était hostile. Des éditorialistes dénonçaient cette attaque contre nos traditions et avertissaient que céder aux abolitionnistes mènerait au chaos. Quand le jour du verdict arriva, la salle était encore plus bondée que lors de l'ouverture du procès. Des gens attendaient depuis l'aube pour avoir une place. Gabriel était assis au premier rang, le visage impassible mais les mains tremblantes. Le juge Harrison entra et tout le monde se leva. Il s'assit, mit ses lunettes et commença à lire son jugement d'une voix claire et posée. Cette affaire présente au tribunal une question d'une gravité exceptionnelle. Nous devons déterminer si un homme peut légalement maintenir son propre enfant en esclavage. La défense argue que l'esclavage étant légal en Virginie, Milléem, Beauregard n'a commis aucun crime. L'accusation soutient qu'il existe des principes moraux et juridiques qui transcendent les lois particulières des États. Le juge fit une pause. Gabriel retenait sa respiration. Après avoir examiné attentivement tous les témoignages et les arguments présentés, ce tribunal arrive aux conclusions suivantes. Premièrement, concernant la paternité, les preuves présentées, bien qu'en grande partie circonstancielles, sont suffisamment convaincantes pour établir avec une probabilité raisonnable que Milléem. Thomas Beauregard est le père biologique de Gabriel. La ressemblance physique, les témoignages concordants et surtout l'admission du défendeur concernant ses relations avec Sarah, tout cela constitue une base suffisante. Des murmures parcoururent la salle. Le juge leva la main pour demander le silence. Deuxièmement, concernant la connaissance de cette paternité, les preuves démontrent que Milléem, Beauregard savait ou aurait dû savoir qu'il était le père de Gabriel. Le traitement spécial accordé à l'enfant, les instructions particulières données à son sujet, tout cela suggère une conscience de la relation. Le fait qu'il n'ait pas reconnu formellement sa paternité ne change rien à ses obligations morales. Gabriel sentit l'espoir monter en lui. Le juge continuait. Troisièmement, concernant les obligations d'un père, la loi reconnaît depuis longtemps qu'un père a certaines responsabilités envers ses enfants. Ces responsabilités existent même pour les enfants illégitimes. Un père ne peut pas simplement abandonner ou maltraiter sa progéniture sans conséquences juridiques. La question est donc, ces obligations s'appliquent-elles également dans le cas d'un enfant métis né d'une mère esclave? C'était le cœur du problème. Gabriel ferma les yeux. Ce tribunal considère que oui, les lois de la paternité sont universelles et ne dépendent pas de la race ou du statut. Un enfant reste un enfant, quel que soit le ventre qui l'a porté. Un père reste un père, quelles que soient les circonstances de la conception. Milléem. Beauregard avait le devoir moral et légal de reconnaître Gabriel comme son fils et de lui assurer une vie digne. En refusant de le faire, en le maintenant délibérément en esclavage pendant 19 ans, il a violé ses devoirs fondamentaux. La salle explosa. Des cris de joie, des protestations indignées. Le juge frappa avec son marteau pour ramener l'ordre. Silence. Silence dans cette salle. Je n'ai pas terminé. Quand le calme revint, il poursuivit. Maintenant, concernant les réparations, l'accusation demande des dommages et intérêts substantiels ainsi qu'une reconnaissance formelle de paternité. Ce tribunal ordonne ce qui suit, Milléem. Thomas Beauregard devra payer à Gabriel la somme de 5 000 $ en compensation pour les années passées en esclavage. Cette somme représente les salaires que Gabriel aurait pu gagner s'il avait été libre, ainsi qu'une indemnité pour la souffrance morale subie. De plus, Milléem. Beauregard devra signer un document reconnaissant formellement Gabriel comme son fils, lui donnant ainsi accès aux droits associés à cette filiation, incluant le droit de porter le nom Beauregard s'il le souhaite. C'était une victoire complète. Gabriel sentit les larmes lui monter aux yeux.
Autour de lui, les abolitionnistes applaudissaient. Whitfield lui serra la main avec force. Mais le juge n'avait pas terminé. Cependant, ce tribunal tient à préciser les limites de son jugement. Nous ne nous prononçons pas sur la légalité générale de l'esclavage. Nous ne disons pas que tous les enfants métis doivent être libérés. Nous statuons uniquement sur ce cas particulier, où un père a délibérément maintenu son propre enfant en esclavage malgré sa connaissance de la filiation. C'est cette combinaison spécifique de circonstances qui rend l'action de Millième. Beauregard inacceptable. La précision juridique était importante. Le juge évitait de créer un précédent trop large qui aurait été immédiatement contesté en appel. Il se concentrait sur l'aspect moral de cette affaire particulière. Ce jugement est rendu. Millième. Beauregard a 30 jours pour se conformer aux ordres du tribunal. Cette cour est ajournée. Gabriel resta assis, incapable de bouger. Il avait gagné. Après des années de préparation, de lutte, de doute, il avait gagné. Son père serait forcé de le reconnaître, de payer pour ses crimes, d'admettre publiquement ce qu'il avait fait. Le verdict déclencha une tempête. Les journaux du Nord le présentèrent comme une victoire majeure pour la cause abolitionniste. Des éditoriaux enthousiastes proclamaient que le système esclavagiste commençait à se fissurer. Si un tribunal pouvait forcer un planteur à reconnaître son fils métis, peut-être que d'autres brèches suivraient. Dans le Sud, la réaction fut violente. Des législateurs proposèrent immédiatement de nouvelles lois pour empêcher que de tels procès se reproduisent. Certains États modifièrent leurs statuts pour affirmer explicitement que les enfants nés de mères esclaves ne pouvaient prétendre à aucun droit de filiation avec leur père blanc, quelle que soit la preuve. Thomas Beauregard fit appel du jugement, comme attendu. Mais l'appel fut rejeté 6 mois plus tard. La Cour d'appel de Pennsylvanie confirma la décision du juge Harrison, ajoutant même quelques commentaires cinglants sur la responsabilité morale des pères. Forcé de payer, Thomas vendit une partie de ses terres. La somme de 5 000 $ était énorme pour l'époque. Elle ruina pratiquement la plantation. Mais plus douloureux encore fut l'humiliation publique. Son nom devint synonyme d'hypocrisie et de lâcheté morale. Dans la haute société virginienne, il fut ostracisé. Sa femme demanda le divorce, scandalisée non pas tant par l'existence d'un fils illégitime que par l'exposition publique de l'affaire. Gabriel, lui, utilisa l'argent de manière stratégique. Il racheta la liberté de sa mère, Sarah, qui vivait toujours en Virginie. Elle le rejoignit à Philadelphie et ils passèrent enfin du temps ensemble, libres tous les deux. Avec le reste de l'argent, Gabriel créa un fonds pour aider d'autres esclaves à acheter leur liberté. Il devint aussi une figure publique dans le mouvement abolitionniste. Son histoire était racontée lors de meetings, utilisés comme exemple de l'hypocrisie du système esclavagiste. Comment pouvait-on défendre une institution qui permettait à des pères de vendre leurs propres enfants? Gabriel parlait avec éloquence de son expérience, touchant les cœurs et changeant les esprits. Mais la victoire avait aussi un goût amer. Gabriel avait obtenu justice, mais son père refusait toujours tout contact avec lui. Thomas signa les documents requis par le tribunal, mais n'adressa jamais la parole à son fils. Il mourut en 1850, sans avoir jamais reconnu Gabriel autrement que par obligation légale. Pas un mot, pas un geste de réconciliation. Gabriel comprit alors quelque chose d'important. On peut forcer quelqu'un à obéir à la loi, mais on ne peut pas forcer l'amour ou le respect. Il avait gagné une bataille juridique, mais perdu toute possibilité d'avoir un véritable père. Cette réalisation le marqua profondément. Les années suivantes virent d'autres cas similaires. Inspirés par la victoire de Gabriel, plusieurs enfants métis tentèrent de poursuivre leur père. Certains gagnèrent, d'autres perdirent. Les tribunaux du Nord étaient généralement plus favorables, ceux du Sud complètement hostiles. Mais le précédent était établi. Dans certaines circonstances, un enfant esclave pouvait obtenir justice contre son maître. Gabriel continua son activité abolitionniste. Il travailla avec Frederick Douglass, Harriet Tubman et d'autres figures majeures du mouvement. Son cas était souvent cité dans les débats sur l'esclavage. Comment les sudistes pouvaient-ils défendre un système qui créait de telles situations? En 1861, la guerre civile éclata. Gabriel, alors âgé de 34 ans, s'engagea dans l'armée de l'Union dès que les régiments noirs furent autorisés. Il combattit avec distinction, motivé par le désir de voir l'abolition de l'esclavage devenir réalité. Il survécut à la guerre et vit l'adoption du 13e amendement en 1865. Après la guerre, Gabriel retourna en Virginie pour la première fois depuis son départ. Il visita la plantation de son père, maintenant abandonnée et en ruine. Les champs étaient envahis par les mauvaises herbes. La grande maison tombait en morceaux. C'était un symbole puissant de la fin d'une époque. Il retrouva certains des anciens esclaves de la plantation, maintenant libres,
mais vivant dans la pauvreté. Gabriel utilisa son influence et ses connexions pour les aider. Il fonda une école pour les enfants noirs, financée en partie par son propre argent. C'était sa façon de transformer la victoire personnelle en changement collectif. Gabriel se maria en 1867 avec une femme noire libre de Philadelphie, une institutrice nommée Ruth. Ils eurent 3 enfants. Gabriel s'assura qu'ils grandissent dans la liberté et la dignité, qu'ils reçoivent la meilleure éducation possible. Il leur raconta son histoire, mais sans amertume. Votre grand-père était un homme faible qui a fait de mauvais choix, mais de ces choix est née votre liberté. Chaque génération a la chance de faire mieux que la précédente. En 1880, Gabriel publia ses mémoires sous le titre « Né esclave, mort libre, mon combat pour la justice ». Le livre devint un succès et fut réédité plusieurs fois. Il racontait non seulement son procès, mais aussi sa réflexion sur la nature de la liberté, de la justice et de la paternité. Un passage était particulièrement remarqué. On m'a souvent demandé si je pardonne à mon père. La vérité est que je ne sais pas. Le pardon implique une relation et nous n'en avons jamais eu. Il était un étranger qui se trouvait être mon géniteur. Ce que j'ai appris, c'est que la justice ne guérit pas toutes les blessures. Elle établit des limites, elle affirme des principes, elle punit les coupables. Mais elle ne remplace pas l'amour qui aurait dû être là depuis le début. Gabriel vécut jusqu'en 1903, mourant à l'âge de 76 ans. Il avait vu l'esclavage aboli, la reconstruction échouée, puis l'émergence des lois Jim Crow qui créaient une nouvelle forme de ségrégation. Il était désabusé, mais pas complètement découragé. Le combat pour la justice n'est jamais fini. Chaque génération doit le reprendre. Ce que j'ai fait n'était qu'un petit pas. Le procès de Gabriel contre Thomas Beauregard est aujourd'hui considéré comme un moment charnière dans l'histoire de l'abolitionnisme américain. Bien que son impact direct ait été limité par les efforts du Sud pour le contrecarrer, il établit un principe important. Les esclaves n'étaient pas simplement des biens, mais des êtres humains avec des liens familiaux et des droits moraux. Des historiens ont débattu de l'importance réelle du procès. Certains arguent qu'il a contribué à changer l'opinion publique du Nord en humanisant les esclaves d'une manière que les discours abolitionnistes abstraits ne pouvaient pas faire. Voir un jeune homme articulé raconter son histoire personnelle avait plus d'impact que 1000 essais philosophiques. D'autres soulignent que le procès a aussi révélé les limites du système juridique. Gabriel a gagné parce qu'il était exceptionnel, éduqué, libre, capable de naviguer dans le système légal. La majorité des esclaves n'avaient pas ces avantages. Sa victoire était donc plus symbolique que transformatrice. Néanmoins, le précédent juridique créé par le juge Harrison fut cité dans plusieurs autres cas avant la guerre civile. Il contribua à l'érosion progressive de l'acceptabilité morale de l'esclavage, même si son abolition finale nécessita une guerre sanglante. Le cas de Gabriel illustre aussi une réalité souvent oubliée. Le système esclavagiste créait des situations familiales impossibles. Des milliers d'enfants métis grandissaient sans reconnaissance, sans identité claire, sans avenir. Certains maîtres libéraient leurs enfants illégitimes, mais beaucoup ne le faisaient pas. Gabriel eut le courage de défier cette hypocrisie. Son histoire pose aussi des questions sur la nature de la paternité. Qu'est-ce qui fait un père? La biologie seule? Ou les actions, l'amour, la reconnaissance? Thomas Beauregard fut un père biologique, mais jamais un vrai père. Gabriel grandit sans cette figure, et son procès était autant une tentative de forcer la reconnaissance qu'une demande de justice. L'histoire de Gabriel Beauregard résonne encore aujourd'hui. Elle nous rappelle que les systèmes d'oppression créent des tragédies personnelles qui transcendent les simples statistiques. Derrière chaque injustice se trouve une histoire humaine complexe. Elle nous montre aussi le pouvoir de la persévérance. Gabriel aurait pu accepter son sort. Il aurait pu s'enfuir vers le nord et construire une nouvelle vie sans regarder en arrière. Mais il choisit la voie la plus difficile, confronter son oppresseur, utiliser le système contre lui-même, forcer la justice même quand elle semblait impossible. Son histoire illustre également les limites de la justice légale. Gabriel gagna son procès, mais ne gagna jamais l'amour de son père. La loi peut compenser financièrement, elle peut forcer des reconnaissances formelles, mais elle ne peut pas créer les liens émotionnels qui auraient dû exister. Certaines blessures restent ouvertes malgré les verdicts. Enfin, l'histoire de Gabriel nous rappelle que le changement social se fait souvent par petites victoires accumulées. Son procès ne mit pas fin à l'esclavage, mais il contribua à changer les mentalités, à rendre l'institution un peu moins défendable moralement. Combiné à d'autres actions similaires, il participa au mouvement qui mena finalement à l'abolition. Gabriel ne fut pas un héros parfait. Il était motivé autant par la vengeance que par la justice.
Il voulait punir son père autant que changer le système. Mais cette ambiguïté le rend plus humain, plus réel. Les héros historiques sont rarement des saints. Ils sont des personnes imparfaites qui, face à l'injustice, décident d'agir malgré les risques. Son combat pour être reconnu comme fils illustre un besoin humain fondamental. Être vu, être validé, être accepté pour ce qu'on est. Thomas Beauregard nia cette humanité à son fils pendant 19 ans. Gabriel passa le reste de sa vie à affirmer cette humanité, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui subissaient la même négation. La postérité retient surtout le procès, mais la vraie victoire de Gabriel fut peut-être ailleurs. En fondant cette école en Virginie, en élevant ses propres enfants dans la liberté et la dignité, en écrivant ses mémoires pour que d'autres comprennent, il transforma sa blessure personnelle en force collective. Il brisa le cycle de déni et d'abandon que son père avait perpétué. Quand Gabriel mourut en 1903, des centaines de personnes assistèrent à ses funérailles. D'anciens esclaves qu'il avait aidés, des abolitionnistes qu'il avait soutenus, ses propres enfants et petits-enfants, éduqués et libres. Son avocat Whitfield, maintenant très âgé, prononça l'éloge funèbre. Gabriel ne cherchait pas la gloire, il cherchait la justice. Et dans cette quête, il nous a montré que même dans le système le plus oppressif, il existe des failles que le courage peut exploiter. Il nous a prouvé qu'un homme seul, armé seulement de la vérité et de la détermination, peut défier les puissants et gagner. Son héritage n'est pas seulement un verdict de tribunal, mais l'exemple d'une vie consacrée à affirmer la dignité humaine contre tous les obstacles. Sur sa tombe, on grava une épitaphe simple que Gabriel avait lui-même choisie. Né esclave, mort libre. J'ai forcé mon père à me reconnaître. J'ai forcé la société à reconnaître mon humanité. C'est assez. L'histoire de Gabriel Beauregard nous rappelle que la justice n'est jamais donnée. Elle doit être conquise, revendiquée, arrachée parfois aux dents de l'injustice. Son combat fut personnel, mais ses implications furent universelles. En poursuivant son père, il poursuivait un système entier. En obtenant sa reconnaissance, il ouvrait la voie à d'autres reconnaissances. Son histoire est celle d'un homme qui refusa d'accepter le rôle que la société voulait lui imposer. Ni totalement esclave, ni totalement libre, il créa sa propre catégorie. Et ce faisant, il démontra que les catégories elles-mêmes étaient des constructions fragiles qui pouvaient être contestées et transformées. Le fils du maître devint maître de son propre destin. L'esclave devint l'accusateur. Le niais devint celui qui force la reconnaissance. Dans cette inversion des rôles réside toute la puissance subversive de son acte. Gabriel Beauregard ne demanda pas la permission. Il ne supplia pas. Il exigea ce qui lui était dû et utilisa les outils du système pour briser le système. C'est cette audace qui fait de son histoire plus qu'une simple anecdote historique. C'est un modèle de résistance intelligente, de combat stratégique, de refus de l'inacceptable. Gabriel comprit que la loi, malgré son injustice fondamentale, contenait des principes qu'on pouvait retourner contre les oppresseurs. Il comprit que la morale publique, même hypocrite, pouvait être mobilisée pour créer du changement. Son histoire nous enseigne aussi la complexité des relations humaines dans les systèmes oppressifs. Thomas Beauregard n'était pas un monstre sadique. C'était un homme ordinaire qui bénéficiait d'un système injuste et qui choisit de ne pas remettre en question ses privilèges. Sa médiocrité morale était plus courante et peut-être plus dangereuse que la cruauté ouverte. Gabriel, de son côté, ne fut pas un saint. Il était habité par la colère, le ressentiment, le désir de vengeance. Mais il canalisa ses émotions dans une action constructive. Au lieu de se contenter de haïr son père, il construisit un dossier. Au lieu de simplement fuir, il revint pour combattre. Sa force fut de transformer la rage en stratégie. L'histoire finit sans vraie réconciliation. Thomas mourut sans avoir jamais embrassé son fils, sans avoir jamais prononcé les mots que Gabriel aurait voulu entendre. C'est peut-être la leçon la plus dure. La justice ne guérit pas toutes les blessures. Elle établit un cadre, elle punit les coupables, elle affirme des principes, mais elle ne remplace pas l'amour absent. Pourtant, Gabriel trouva une forme de paix. Pas dans le pardon de son père, mais dans la construction d'une vie qui affirmait sa propre valeur. Ses enfants ne grandirent jamais dans le doute sur leur identité. Sa communauté le respectait. Son nom était associé à un combat juste. C'était peut-être la meilleure vengeance. Vivre bien, vivre dignement, vivre librement. Aujourd'hui, quand on évoque l'histoire de l'esclavage américain, on parle souvent des grandes batailles, des leaders célèbres, des moments décisifs. Mais l'histoire de Gabriel nous rappelle que le changement se fait aussi dans les tribunaux, dans les combats individuels, dans les petites victoires qui s'accumulent, jusqu'à créer un mouvement irrésistible. Le fils du maître qui poursuivit son père fut plus qu'un cas juridique.
Ce fut un acte révolutionnaire qui défia les fondements mêmes du système esclavagiste. En affirmant son humanité et en forçant sa reconnaissance, Gabriel ouvrit une brèche dans le mur de l'oppression. D'autres suivraient, élargissant cette brèche jusqu'à ce que le mur s'effondre. Son histoire demeure un témoignage puissant de ce qu'un individu déterminé peut accomplir face à l'injustice. Elle nous rappelle que la résignation n'est jamais la seule option, que la lutte est toujours possible, que la justice, même imparfaite, vaut la peine d'être poursuivie. Gabriel Beauregard vécut et mourut libre. Ce fut sa victoire finale, non pas parce qu'un tribunal le décréta, mais parce qu'il choisit de vivre comme un homme libre, refusant les chaînes mentales autant que physiques. Dans un système conçu pour le briser, il resta debout. Dans un monde qui niait son humanité, il l'affirma avec force. C'est cet héritage qui survit, bien au-delà du verdict de 1843. L'histoire de l'esclave qui fit juger son propre père pour esclavage reste gravée dans les annales de la justice américaine comme un rappel que les opprimés ne sont jamais complètement impuissants, qu'avec l'intelligence, la détermination et le courage, même les systèmes les plus rigides peuvent être contestés, et que la reconnaissance de notre humanité est un droit pour lequel il vaut toujours la peine de se battre.